santé et les bases de données sur l'environnement. Alors, on va passer ça. Donc, ma présentation est divisée en deux, concernant les facteurs de risque alimentaires et puis les travaux sur le SNDS. Vous avez dû en parler ce matin, les nutriments et le risque de maladies inflammatoires de l'intestin ont été étudiés déjà dans des cohortes prospectives. La maladie de Crohn a été déjà associée à un faible apport en fibres et en fruits et légumes. Et la rectocolite hémorragique a un faible apport en oméga 3 et un faible apport en huile de poisson notamment. Mais les personnes ne consomment pas des nutriments de façon prise isolée, mais on a des habitudes alimentaires. Et donc ça, c'est d'autres travaux qui ont été réalisés. Et on a montré que la maladie de Crohn était associée à des régimes de faible qualité nutritionnelle, aux aliments ultra-transformés ou à la diète inflammatoire. Nos travaux ont été réalisés dans la cohorte EPIC. Donc c'est une cohorte qui, comme vous le voyez, a inclus des patients dans 8 pays européens dans les années 90. Il y a eu 400 000 participants qui étaient donc des volontaires sains et qui ont eu la gentillesse de remplir tout un tas de questionnaires, à la fois de vie mais aussi alimentaires, et puis qui ont ensuite été suivis de façon prospective pour l'apparition d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique dans les 20 ou 30 années suivantes. Donc, questionnaire alimentaire à l'inclusion dans 8 pays européens chez 400 000 participants sains, puis suivi prospectif pour l'apparition d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Notre objectif était donc d'étudier l'association entre des habitudes alimentaires et le risque de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique dans la cohorte EPIC. L'exposition, eh bien, c'était l'alimentation, puis on va voir les différents régimes qu'on a étudiés, et le critère de jugement, donc c'était un cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, et ces cas ont été validés puisque ensuite ces 400 000 participants sains, tous les 2 ans, quand ils répondaient au questionnaire et qu'ils cochaient une case maladie de Crohn ou rectocolite, ils étaient ensuite invités à envoyer leurs dossiers médicaux pour confirmer ces pathologies-là. Nos analyses ont été réalisées donc avec des données censurées, donc avec un modèle de Cox, et puis ajusté sur le centre, le sexe, l'indice de masse corporelle, le tabac, le niveau d'éducation, l'activité physique, l'apport énergétique et la consommation d'alcool. Là-dessus, on va passer. Alors voilà le premier régime qu'on a étudié, c'est la question des aliments ultra-transformés, et pour ça, on s'est servi de la classification NOVA. La classification NOVA, vous voyez, elle divise tout ce qu'on mange en 4 catégories. À gauche, c'est ce qu'on appelle la NOVA 1, c'est les aliments non ou faiblement transformés. Donc ça peut être de la viande, des fruits, des légumes, du lait. C'est des aliments relativement bruts. Ils peuvent bien sûr être cuits ou au four, à la poêle, à la maison. La catégorie numéro 2 en jaune, c'est les ingrédients culinaires. Et donc c'est le sel, le sucre, le beurre, l'huile qui peuvent être ajoutés, qui ne sont pas consommés de façon isolée, mais qui peuvent être ajoutés à la catégorie numéro 1. La catégorie numéro 3, c'est les aliments transformés, donc pas ultra transformés, mais simplement transformés, et qui consistent en l'addition de la catégorie 1 et de la catégorie 2. Alors ça peut être par exemple, si c'est des fruits qui ont été transformés en une confiture, donc auquel on a ajouté du sucre pour la conservation. De sardines qui sont conservées dans du sel et dans du vinaigre. Et enfin, à droite, les aliments dits ultra transformés, qui sont des aliments qui ont eu des multiples étapes de transformation et pour lesquels on a ajouté des choses qui n'ont rien à faire normalement dans l'aliment, comme par exemple le colorant E304 ou les trucs comme ça que vous voyez marqués sur les étiquettes des aliments ultra transformés. Cette alimentation ultra transformée a largement déjà été associée à l'obésité, à l'hypertension, au cancer ou aux maladies cardiovasculaires. Alors voilà ce que ça donne quand on regarde les différentes catégories d'aliments ultra transformés pour le risque de maladie de Crohn. Vous avez sur cette table présentée ici en colonne les 4 quartiles de consommation d'aliments ultra-transformés. La colonne de gauche, c'est ceux qui consomment peu d'aliments ultra-transformés. La colonne de droite, c'est ceux qui en consomment dans le quart le plus. Et en ligne, vous avez, on va regarder surtout ici, le scénario dit scénario moyen, qui était le scénario considéré dans cette étude comme le plus probable. Et donc comparé à ceux qui consomment le moins d'aliments ultra-transformés, eh bien ceux qui consomment un peu plus, ils avaient un surrisque de 23%, donc un hazard ratio à 1,23, de développer une maladie de Crohn, le quartile 3, 1,31, et le quartile 4, 1,48. Un résultat non significatif, une tendance qui ressortait de cette étude-là,
Depuis, on a réalisé une méta-analyse avec les données américaines qui se sont rajoutées et qui confirme une association significative entre l'alimentation ultra transformée et le risque de développer une maladie de Crohn. Alors ces travaux sur la maladie de Crohn, eh bien, on ne les retrouve pas dans la rectocolite hémorragique, puisque si je vous présente ici ce même tableau, avec en colonne les quartiles de consommation d'aliments ultra transformés, à droite ceux qui en consomment le plus, cette fois-ci, c'est le risque de rectocolite hémorragique qui apparaît sur cette diapositive, et vous voyez que cette fois-ci, les hazard ratios qui vous sont présentés, eh bien, ils sont de 1, pardon, j'arrive pas bien à pointer, mais c'est pas grave, ils sont donc de 1, 0,77 et 0,93, complètement non significatifs, donc il n'y avait pas d'association, et idem dans la cohorte américaine, entre la consommation d'aliments ultra-transformés et le risque de RCH. On a aussi regardé ça avec le Nutri-Score. Et le Nutri-Score, c'est quelque chose que vous connaissez tous, qui sont sur le paquet de beaucoup de nos aliments qu'on a au supermarché, qui s'appelle aussi, en fait, c'est une variable continue qui va de moins 5 à 20 à peu près, c'est un chiffre, qui s'appelle le FSA-NPS, et qui est calculé à partir de ce qu'on appelle des mauvais points et des bons points. Les mauvais points, c'est les points A. On prend 100 grammes d'aliments, quels qu'ils soient, qu'on achète au supermarché ou chez le primeur. Et puis pour ces 100 grammes, on regarde s'il y a beaucoup d'énergie dedans, beaucoup de calories, beaucoup de graisses saturées, de sucre ou de sel. Ça fait une addition de mauvais points. Et on nous soustrait ce qu'on appelle les bons points. C'est la proportion de fruits et légumes, de fibres alimentaires et de protéines. Et le total de ça, eh bien, ça fait un score qui est une variable continue. Et cette variable continue est ensuite catégorisée en les lettres qu'on connaît dans nos supermarchés qui vont de A à E. En dessous de 1, on est A, de 0 à 2, on est B, et ainsi de suite. Donc quand on regardait cette fois-ci le risque de développer une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique en fonction de notre consommation de Nutri-Score, eh bien vous voyez sur ces graphiques, en ordonnée, le risque à gauche de maladie de Crohn et à droite de rectocolite hémorragique. En abscisse, vous avez ici donc, le Nutri-Score, ou plutôt sa forme continue. Plus on est à droite, plus on a une consommation en mauvais Nutri-Score. Comme vous voyez sur ces graphiques, la consommation de mauvais Nutri-Score était associée à un surrisque de maladie de Crohn, mais pas de rectocolite hémorragique. Ici, c'est les résultats identiques à la diapositive précédente, mais en chiffres, pour vous dire que donc, les quartiles qui vous sont présentés ici en colonne, à gauche ceux qui consomment les meilleurs Nutri-Score, à droite ceux qui consomment les plus mauvais, cette diapositive concerne la maladie de Crohn. Et si on regarde ici, eh bien, ces chiffres-là, eh bien, donc, quand on est dans le deuxième quartile de consommation de Nutri-Score, on a un surrisque de 60% de maladie de Crohn, puis de 80%, puis plus que multiplié par 2 de maladie de Crohn quand on consomme les plus mauvais quartiles de Nutri-Score. Ce surrisque, on ne le retrouve effectivement pas dans la rectocolite hémorragique, puisque ces mêmes hazard ratios eh bien, sont très proches de 1 et ne retrouvent donc pas cette association. Le troisième régime et dernier régime que je vous présente ici, qu'on a étudié, c'est le score inflammatoire de l'alimentation. Donc, c'est une façon différente de raisonner. Et des travaux ont été réalisés qui essayent de lier la consommation de différents aliments au taux sanguin de différentes protéines inflammatoires, que sont le TNF, la CRP, l'IL6 ou l'IL10 par exemple. Et on a regardé si par exemple la consommation de fibres alimentaires était associée à ces différentes protéines inflammatoires. Et puis donc on a fait ça pour tous les différents aliments qu'on a pu répertorier dans notre cohorte. Et donc on peut ainsi construire un score inflammatoire, autrement dit, en calculant ce qu'on mange, quel est le risque qu'il y ait des protéines inflammatoires qui soient augmentées de façon sanguine. On appelle ça l'ISD, l'Inflammatory Score of the Diet, qui est donc une variable continue qui reflète le potentiel inflammatoire de l'alimentation d'un individu. Et on a regardé si ce potentiel inflammatoire d'un individu était ensuite lié ou pas à l'apparition d'une maladie de Crohn ou d'une RCH. Eh bien, c'était le cas. Ici, vous voyez encore ce même tableau, avec en colonne les différents quartiles, cette fois-ci, d'inflammation, de Inflammatory Score of the Diet, du potentiel inflammatoire de l'alimentation. Ce que je vous ai encadré en rouge, c'est le résultat pour la maladie de Crohn. Et comme vous le voyez, donc le quartile 2, qui consomme un peu plus que le quartile 1, avait un surrisque d'environ 50% de développer une maladie de Crohn, puis un 86, puis un 88. Donc proche de 2 aussi de développer une maladie de Crohn quand on consomme des aliments qui ont un plus haut potentiel inflammatoire. C'était de nouveau pas le cas pour la rectocolite hémorragique. Donc ça, c'est la partie basse
de ce tableau, où, comme vous le voyez, les chiffres sont quasiment égaux à 1. Il y avait donc de nouveau, dans cette troisième façon de regarder l'alimentation, une association entre l'alimentation et la maladie de Crohn, et pas pour la rectocolite hémorragique. En synthèse de ces travaux sur l'alimentation, donc il s'agit d'une cohorte prospective européenne d'environ 400 000 participants en Europe qui ont rempli des questionnaires alimentaires et qui a donc déjà fourni de nombreux travaux et de nombreuses publications qui concernent les maladies inflammatoires de l'intestin, et d'autres sont à venir. Il a été montré que la RCH était associée, je ne vous les ai pas présentés ici, mais à la viande rouge et un régime riche en sucre et en soda, mais avec une association qui était relativement faible. Et dans la cohorte épique, une tendance pour les alimentations ultra-transformées, confirmée outre-Atlantique, de mauvais Nutri-Score, d'un régime pro-inflammatoire et plus récemment d'une consommation faible en fruits et en légumes. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, en particulier chez les personnes qui ont un risque élevé de développer une maladie de Crohn, telle que les apparentés au premier degré de patients qui sont atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin et qui ont un risque bien supérieur que ceux de la population générale de développer une MICI, et qui demandent souvent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour diminuer ce risque. Ça peut être quelque chose qui peut être évoqué. Je vais maintenant vous parler des travaux qui ont été réalisés avec une autre grande base de données, qui est le Système national des données de santé, qui est une des plus grandes bases de données au monde, qui a inclus quasiment la totalité de la population française, plus de 99%, donc il y a 66 millions de personnes qu'on peut suivre dans cette base de données, et qui comprend toutes vos consommations de soins. À partir du moment où un Français dépense 1 centime avec sa carte vitale, il est chaîné sur cette base de données. Elle comprend les données hospitalières, on a les diagnostics de sortie d'hospitalisation, les actes réalisés à l'hôpital, les médicaments onéreux délivrés à l'hôpital. Il y a aussi ce qui se passe en ville, quand on va à la pharmacie, quand on va faire une radio en ville, quand on va chez son médecin traitant en consultation, ou quand on a des indemnités journalières pour un arrêt maladie, tout ça qui est payé par l'assurance maladie et donc qui est chaîné sur cette base de données. Il y a les causes de décès, il y a aussi des données sociodémographiques. Cette base de données est très efficace pour identifier les maladies inflammatoires de l'intestin, environ 300 000 patients en France. Effectivement, les patients qui ont une maladie inflammatoire, ils consomment des médicaments, ils vont en consultation chez le médecin, ils vont souvent à l'hôpital, ils vont faire une coloscopie, ils ont une consommation de soins qui fait qu'on ne les rate pas sur cette base de données. Et ils ont une ALD, une affection de longue durée, un remboursement à 100% pour leurs soins. Voilà un exemple des travaux qui ont pu être réalisés sur ce système national des données de santé. Puis ensuite, je vais rentrer un peu plus en détail sur 3 exemples. Il y a tout d'abord des études de risque, et c'est probablement les plus gros travaux qui sont réalisés sur cette base de données. C'est est-ce que les médicaments entraînent des complications chez les patients qui sont atteints de cette maladie-là. C'est le cas, par exemple, pour les thiopurines ou les anti-TNF qui sont associés à un surrisque de lymphome ou d'infection sévère. Pour les anti-TNF qui peuvent être poursuivis pendant la grossesse, on va y revenir. Sur les nouvelles biothérapies qui aussi sont bien tolérées pendant la grossesse. On a aussi fait des travaux sur les biosimilaires, ces médicaments qui sont très proches des biothérapies princeps, et montrer qu'ils étaient aussi efficaces que leurs princeps. Et il y a aussi des études de risque qui sont possibles, et je vais vous en donner 2 exemples, notamment sur les gradients ou sur le risque de développer une MICI après l'exposition à une biothérapie qui est utilisée pour d'autres pathologies. Alors, voici le premier exemple que je voulais vous montrer, qui est un travail qu'on a réalisé chez les femmes enceintes. Donc, c'est une étude sur la totalité des femmes enceintes qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin en France entre 2010 et 2020 et qui ont été exposées aux anti-TNF, un médicament utilisé dans cette maladie. Les anti-TNF étant une biothérapie, une immunoglobuline, c'est des IgG qui traversent le placenta, en particulier au 3e trimestre, comme toute immunoglobuline qui passe de la mère à l'enfant au 3e trimestre, puisque c'est comme ça que l'enfant se protège dans la première année de vie en récupérant les anticorps de sa mère. C'est la raison pour laquelle on discute de la poursuite de ces médicaments pendant la grossesse chez la femme au 3e trimestre, en faveur de la poursuite de ce médicament après 24 semaines d'aménorrhée, c'est de bien contrôler leur maladie inflammatoire de l'intestin et éviter les complications de la grossesse qui pourraient être dues à une poussée de maladie inflammatoire de l'intestin, puisqu'une poussée de maladie inflammatoire est associée aux complications de la grossesse chez ces femmes-là. En faveur de l'arrêt avant 24 semaines d'aménorrhée, c'est éviter l'exposition du nouveau-né, les risques théoriques chez le nouveau-né, donc de cette biothérapie qui va passer de la mère à l'enfant si on continue cette biothérapie pendant toute la grossesse.
Un essai randomisé serait coûteux et difficile à mettre en place et sera probablement jamais réalisé chez des femmes enceintes. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'émuler cet essai à partir du système national des données de santé. Donc on a identifié en France toutes les femmes qui étaient enceintes et qui avaient été exposées avant 24 semaines d'aménorrhée aux anti-TNF. Et puis on a regardé et comparé celles qui ont poursuivi les anti-TNF et celles qui les ont arrêtées. Ce qu'on appelle une émulation d'essai ou l'émulation d'un essai cible, ça se fonctionne comme ça. C'est quelque chose qui se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, on écrit un protocole comme si on voulait réaliser l'essai randomisé parfait qu'on souhaiterait réaliser. Donc à gauche, on écrit le protocole, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, la stratégie de traitement, les affectations au traitement, les critères de jugement. Et puis dans la colonne de gauche, donc, on met ce qu'on aimerait si on avait réalisé cet essai cible, la cible de cet essai thérapeutique qu'on voulait réaliser. Donc ici, on voudrait inclure des grossesses chez des femmes atteintes d'une MICI, entre 15 et 49 ans, pour qui il y a eu des anti-TNF avant 24 semaines d'aménorrhée et qui n'ont pas été exposées à d'autres biothérapies des MICI. Et ensuite, dans la colonne de droite, on regarde comment on peut s'approcher au plus près de cet essai cible en émulant cet essai qu'on aurait souhaité réaliser. Il y a évidemment, si dans une de ces cases de protocole, un élément bloquant, où on se dit qu'on n'est pas capable ou très loin de capable d'être émulé ça, on est obligé de s'arrêter là. Ici, donc, on a émulé ces différents critères d'inclusion. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais de façon relativement correcte. Et voilà les résultats de ce travail. Donc on a environ 5000 femmes enceintes exposées aux anti-TNF. À peu près la moitié ont poursuivi les anti-TNF pendant toute la grossesse et la moitié les ont arrêtés. Ce qui est encadré en rouge ici, c'est les critères de jugement déjà de leur maladie inflammatoire. Est-ce qu'il y a eu plus de poussées de maladies inflammatoires pour celles qui ont arrêté ? C'est le cas. La diapositive est présentée dans l'autre sens. Celles qui ont poursuivi les anti-TNF pendant toute la grossesse avaient moindre risque de poussée de la maladie à la fin de la grossesse ou dans les 6 mois après, avec un risque relatif de 0,93 qui était significatif. Mais ce n'était pas seulement ça, c'est qu'aussi il y avait, l'encadré rouge est un peu décalé, mais il y avait aussi moins de risque de complications pendant la grossesse. Autrement dit, la poursuite des anti-TNF pendant la grossesse était non pas associée à plus de complications, de poursuivre une biothérapie chez une femme enceinte, mais inversement, bien contrôler sa maladie diminuait le risque de prématurité, bien contrôler la maladie inflammatoire diminuait le risque que la grossesse se passe mal. Vous pouvez le voir ici de façon graphique. Oui, on a en ordonnée ici le risque de prématurité et en abscisse les semaines d'aménorrhée. Et on voit qu'à partir de 32 semaines d'aménorrhée, donc la définition de la grande prématurité, il y a une différence significative entre ces deux bras. La poursuite des anti-TNF est paradoxalement associée à moins de prématurité. C'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, la poursuite des anti-TNF est recommandée pendant toute la grossesse et n'est plus interrompue au 3e trimestre. Et ceci n'est pas associé à plus de complications chez l'enfant, puisqu'ici, il ne s'agit plus des mères, mais des enfants qui ont été exposés aux anti-TNF et qui sont chaînés par le SNDS, puisque un des avantages de cette grande base de données, c'est qu'elle permet de chaîner la mère et son enfant. Et donc ici, vous n'avez plus des mères, mais des enfants, et en abscisse, vous n'avez plus des semaines de grossesse, mais des années de vie, et donc des enfants qui ont été suivis jusqu'à 5 ans de vie, avec en ordonnée, cette fois-ci, le risque cumulé d'infections sévères, puisque c'est probablement l'effet indésirable le plus fréquent des anti-TNF. Il n'y avait pas de surrisque d'infection sévère dans les premières années de vie chez ces enfants qui avaient été exposés pendant toute la grossesse aux anti-TNF. Voilà un exemple de travail qui peut être réalisé avec le SNDS. Je vais vous en donner 2 autres plus rapidement. Un gradient nord-sud, où on peut très bien, comme on identifie très bien les maladies inflammatoires sur le SNDS, regarder l'endroit où elles apparaissent. Puis vous voyez donc ces 2 schémas qui ont pu être publiés. À gauche de la RCH, où on ne voit pas grand-chose, pas beaucoup de disparités en France. Inversement, pour la maladie de Crohn, un gradient qui est beaucoup plus évident. Un autre exemple, pour les biothérapies anti-IL-17. C'est des biothérapies qui sont utilisées dans la spondylarthrite ankylosante et dans le psoriasis. Et l'objectif de ce travail était d'étudier le risque de développer une maladie inflammatoire de l'intestin chez des patients qui avaient une spondylarthrite ankylosante ou du psoriasis, mais pas de MICI, et qui ont été exposés aux anti-IL-17, puisqu'on a remarqué qu'on avait eu ce pressentiment que ces médicaments pouvaient déclencher des maladies inflammatoires de l'intestin.
Donc on a regardé ça sur le SNDS, on a pris en France entière tous les patients qui avaient une spondylarthrite ankylosante ou du psoriasis et qui ont initié un traitement par anti-IL-17 entre 2016 et 2019, et on les a comparés à des patients qui avaient la même pathologie mais qui initiaient soit l'apremilast, soit l'étanercept, un anti-TNF. Et ce travail a montré qu'il y avait un surrisque de maladies inflammatoires quand on initiait un anti-IL-17 comparé à l'apremilast, mais pas comparé à l'étanercept. Donc on n'a pas retenu, dans les conclusions de ce travail, le surrisque de développer une maladie inflammatoire après initiation d'un anti-IL-17. En conclusion, cette deuxième grosse base de données, le SNDS, est aussi un outil très utile pour les travaux sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Il permet d'identifier de façon très bonne les cas de maladies inflammatoires de l'intestin qui consomment du soin en France. Il est très adapté à des études de risque chez les patients atteints d'une MICI. Il est, dans certains cas, adapté à des études d'efficacité dans des cas sélectionnés chez les patients atteints de MICI, puisque une des grosses limites de cette base de données est l'absence de données biologiques, d'imagerie et de données cliniques qui ne permet pas de capturer de façon fiable l'activité des MICI, qui est un élément indispensable pour pouvoir faire des comparaisons d'efficacité sur cette base de données. C'est quelque chose qui, j'espère, dans les prochaines années, ou peut-être un peu plus, pourra être amélioré. Les données biologiques pourraient être intégrées dans le SNDS et vont l'être à un moment. C'est à portée de main que chaque laboratoire qui maintenant transmet de façon standardisée les données intègre ces données biologiques au SNDS. Les données d'imagerie, pareil, je pense que c'est à portée de main. Et les données cliniques, ça va nécessiter beaucoup plus de travail puisqu'elles sont actuellement comme des données brutes, non structurées, et qu'il va y avoir beaucoup de travaux d'intelligence artificielle. Mais je pense que tout ça permettra d'avoir des bases de données beaucoup plus complètes en France pour faire ces travaux-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Antoine. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Oui, sur votre dernière remarque, de toute façon ça existe maintenant, je note que vous faites partie de la PHP, et donc il y a l'entrepôt de données de santé qui est disponible, avec des cohortes qu'on connaît, je ne vais pas citer Saint-Antoine, mais en tête, où historiquement il y a quand même beaucoup de données disponibles. Donc c'était ma question, vous avez parlé de chaînage, etc., ou d'essais émulés, effectivement, et pourquoi pas coupler et rentrer plus dans le détail avec une collaboration, enfin, avec l'entrepôt de données de santé de la PHP, par exemple. Parce qu'il y a quand même quelques millions, je crois qu'il y a 11 millions de dossiers disponibles, donc pas mal de Mickey là-dedans, avec des centres d'excellence qu'on connaît, évidemment, sur Paris. J'ai cité Saint-Antoine parce que de cœur, c'est toujours l'hôpital qui. Donc pourquoi ne pas aller plus loin, justement, avec des choses qui existent déjà ? Vous parlez de dans quelques années, moi je dis c'est maintenant. Alors, l'expérience que j'ai de l'utilisation de l'entrepôt de données de santé, c'est très très difficile à utiliser quand même. Je suis assez habitué à utiliser les grandes bases de données, la cohorte EPIC, le SNDS, où je passe énormément de temps et où j'ai acquis cette expérience. L'entrepôt de données de santé, c'est quand même une autre affaire. Et d'ailleurs, la production scientifique qui sort de cette base de données qui est colossale, qui pourrait être exploitée de façon majeure, est relativement faible, puisque l'accès en est à ce stade très difficile. Ça débute toujours, mais la création de cet entrepôt, il remonte pas mal, et en réalité, mais l'accès à ce stade et la publication qui en ressort est extrêmement faible. Mais oui, tout à fait. J'espère que ça fera partie des pistes d'améliorer l'accessibilité de l'entrepôt de données de la PHP. Pourquoi pas, évidemment, le chaînage avec les données du SNDS pour accélérer cette étape-là. Même si, à terme, il paraît évident que l'État étant remboursant la quasi-totalité des soins en France, impose que la totalité des données de santé soit télétransmise sur cette base de données et puisse être utilisable de façon globale et ne soit pas limitée uniquement à l'entrepôt de données de la PHP, l'entrepôt de données qui est limité à la PHP. Ça paraît être une évidence. Oui, voilà, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que l'étude va permettre de réduire le nombre de cas de maladie de Crohn, notamment qu'on avait vu dans la carte au niveau du nord de la France? Est-ce qu'en faisant attention à l'alimentation, ça pourrait donner des résultats positifs pour l'avenir? Merci pour cette excellente question.
Alors, il va falloir d'autres travaux pour ça. Il y a des choses qui ont été embrayées sur cette question-là aux États-Unis. Et il va falloir en fait des populations colossales, puisque le risque de développer une maladie inflammatoire de l'intestin, c'est environ une personne sur 200 à la louche comme ça, en suivant les patients pendant des décennies. Donc si on veut mettre en place un essai préventif, puisque c'est votre question, autrement dit, tester si quelque chose, par exemple l'alimentation, mais pas forcément que, permettait de diminuer le risque de développer une maladie comme ça, il faudrait donc inclure 200 patients pour, à l'intérieur de ça, une seule qui développait une maladie, et admettons même qu'on ait un outil qui permette de diminuer ça par 2, il faudrait en réalité inclure des milliers de malades pour pouvoir démontrer un effet bénéfique protecteur de développer cette maladie-là. Donc pour s'affranchir d'une partie de ça, il faut se mettre dans une, et probablement designer ça dans une population qui est une population à haut risque, et j'en ai parlé tout à l'heure, pourquoi pas une population de patients qui sont à plus haut risque, comme les apparentés au premier degré, autrement dit, dire que le frère, les sœurs, les enfants de quelqu'un qui ont une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, qui sont plus à risque de développer cette maladie-là, et donc qui sont aussi plus motivés, puisque leur maman, leur frère a cette maladie-là, on pourrait, dans cette sous-population, entraîner ce genre de modification d'hygiène de vie plus globale et de regarder si ça a un impact sur leur risque futur de développer une maladie. Ce serait une étude colossale, en nombre de patients inclus et en temps de suivi. C'est le topo d'après, je crois, en fait, William Surpin. Ouais, j'avais juste posé une question, mais j'en profite justement de commenter. Il y a Jean-Frédéric Colombel va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a une étude prédique qui devrait commencer à l'échelle européenne. Et probablement que l'AFA va être sollicitée aussi pour communiquer et participer avec le registre EpiMAD qui va coordonner ça localement. Alors moi j'avais juste une question avant ce commentaire-là, c'était sur les limites pour son utilisation et sur les données d'imagerie notamment, parce qu'une des limites finalement pour les MICI, c'est le phénotype de la maladie ou la localisation de la maladie. Et donc tu penses qu'à court terme ou à moyen terme, on va être capable d'intégrer ça dans le SNDS, d'avoir cette info ? À court terme, non. À moyen, j'espère. À ce stade, on arrive à faire des proxys pour le phénotype de la maladie en regardant les patients qui ont été hospitalisés pour un abcès, qui ont eu une fistule anale, qui ont eu une hospitalisation pour occlusion ou quelque chose comme ça. Pour la localisation, on est très mauvais, on n'y arrive pas du tout. L'intégration des données cliniques, d'imagerie, ça va mettre encore beaucoup de temps. Donc il va falloir pas mal de temps. Moi j'ai une question, Antoine. Si on se projette, si on fait le lien avec ce qui a été fait ce matin, donc on voit que le SNDS, donc c'est une mine de données mais administrative, c'est à la base ces données pour la facturation qu'on utilise pour la recherche, mais on a vu des choses sur la pollution des sols, on a vu des choses, bon, il y a le Green Data Hub, il y a d'autres choses, on a parlé de France Exposome. Comment aujourd'hui, quelles sont les limites, j'allais dire méthodologiques et techniques, à croiser justement toutes ces bases-là pour essayer de mieux comprendre, et justement par rapport à tout, on voit qu'il y a énormément de données, comment on va être en capacité justement de croiser ces bases pour essayer de mieux comprendre la cause de ces maladies, là où les causes de ces maladies. Qu'est-ce que toi tu as identifié comme frein aujourd'hui au croisement de ces bases en termes d'interopérabilité notamment ? C'est des freins avant tout réglementaires et des freins de volonté politique. L'État, il paye la totalité des soins en France. Il n'a qu'à imposer que la totalité des biologies soit intégrée au SNDS et de façon standardisée soit intégrée. Pareil pour l'imagerie. On est dans une situation bien différente dans les pays pour lesquels le système de soins est privé et segmenté en tout un tas d'assurances privées pour lequel l'État n'a pas de pouvoir. En France, c'est le cas. Donc c'est pour moi une question avant tout de volonté politique. La suite, ça suit après. J'avais encore une question, alors pas seulement pour vous, mais notamment, plusieurs fois vous avez utilisé le terme d'apparenté, donc on disait apparenté premier degré, malade de Mickey, mais quand on écoute les patients, très souvent dans la famille, il y a peut-être un malade de Crohn et tous les autres ont un rhumatisme inflammatoire chronique. Est-ce qu'il faut regarder les apparentés de façon un peu plus large ou simplement rester ciblé Mickey ? Et ça rejoint ce qu'on avait dit sur l'alimentation aussi ce matin. Je pense que la réponse vous sera donnée dans les topos futurs. Évidemment, l'idéal, ce serait de se mettre dans une population qui est la plus à risque. Donc si on veut pousser le curseur, il faut se mettre quasiment dans la situation où 2 apparentés
ont une maladie inflammatoire de l'intestin, puisqu'on sait que quand un des deux parents a la maladie, on multiplie par 5 le risque d'avoir une maladie pour les enfants ou pour les frères et sœurs. Et quand les deux parents ont cette maladie-là, on le multiplie par 30. Donc, je pense qu'il faut se mettre dans la case, ou le plus proche de la case où le surrisque est le plus fort, et où on arrive évidemment à inclure assez de malades. Si on se met uniquement dans la case où il y a 2 apparentés qui ont cette maladie, on n'arrive, je pense, pas à recruter assez de patients. Se placer dans la case de ceux qui ont une apparenté, qui ont une spondylarthrite, je pense que c'est pas assez sensible. Et même si c'est une grande famille, les spondyloarthropathies, qui inclut donc le psoriasis, les spondylarthrites ankylosantes et les maladies inflammatoires de l'intestin, il a quand même été observé qu'on avait plus souvent la même maladie chez les enfants, même si c'est pas que ça, mais bon, il y avait plus, quand on avait une maladie de Crohn, il y avait plus de chances que l'enfant ait plutôt une maladie de Crohn qu'une RCH ou une spondyloarthrite. Peut-être pour compléter, du coup, comme on est au ministère, on a eu la chance d'avoir la sélection d'un programme d'équipement prioritaire de recherche, donc un PEPR sur les maladies inflammatoires chroniques, et que j'ai la chance de co-porter avec Nadine, je crois qu'elle était là, Nadine Serben-Soussan et Luc Mouton. Nadine était là ce matin. En tout cas, on attend le go définitif pour lancer le truc, mais c'est vrai que l'idée générale, c'est vraiment d'avoir une approche transnosologique, d'étudier de manière commune des pathologies inflammatoires, certes différentes, mais pour voir à la fois les similitudes et à la fois les différences, pour essayer justement de mieux les comprendre. Et on attend beaucoup d'une partie pour connaître les causes de la maladie, justement de ces croisements de bases de données, à la fois administratives, à la fois on a la chance d'avoir, en France, on a quand même des opportunités incroyables. Je l'ai dit, le SNDS, nulle part ailleurs, ça n'existe, pour des raisons d'organisation du système de santé. Des cohortes comme EpiMAD, pareil, il n'y en a pas ailleurs. Donc du coup, voilà, faisons en sorte de croiser tout ça, donnons-nous les moyens. On a la chance d'avoir été soutenu par l'agence de programme et par les ministères pour justement pousser ces projets. Donc je pense que c'est une belle opportunité. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Peut-être conclure parce que... Oui, pardon, parce que du coup, on a un de nos intervenants qui est à l'étranger. Donc si la régie veut bien lancer. Donc c'est le professeur William Turpin. Donc, merci Antoine. Merci.